Effectuer son travail avec honnêteté, y mettre du soin, assumer ses responsabilités, prendre des initiatives, être constructif, tenir ses délais et ses engagements, adopter un comportement positif et surtout trouver du plaisir dans l'accomplissement de ces tâches, lesquelles relevant du service public qui s'attelle en une activité d'intérêt général effectuée soit directement par un organisme du secteur public, entre autres administrations, entreprises ou établissements publics et j'en passe, soit indirectement par le secteur privé, tous investis dans l'ordre et la régulation, la protection sociale et sanitaire, l'éducation, la culture et l'économie. Travailler avec une conscience professionnelle semble être rangé aux oubliettes dans certaines mémoires, tant les attitudes indélicates courent les rues dans nos différents services, entreprises public, formation hospitalière, transport, pour n'en citer que ceci. Rompre le silence et offrir des alternatives pour changer la donne à l'heure de la 138e édition de la Journée internationale du travail. Twilight vous invite au débat avec un panel d'intelligence fleurie et aguerrie sur la question. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle sortie, cette sortie du 26 avril 2024. Sur la table du débat ce soir, Suzanne Ngané, directeur des impôts, directeur des projets et programmes de partenariat au FECOM, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Autre invité sur la table du débat de Twilight ce soir, Dr Thierry Sanjong, enseignant, consultant à l'ISMP, l'Institut supérieur de management public. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Alors vous êtes enseignant de sciences de gestion, option gouvernance financière. Effectivement madame, nous officions sous ce corpus scientifique. Merci. Autre invité sur la table du débat, journaliste Assormo Negdem. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Carlette. Autre last but not the least, notre tout public Isaac Bissala, cette figure publique, président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, place au débat à présent. On le disait, 1er mai, service public et conscience professionnelle. On va vous donner la parole immédiatement à vous, Assormo Negdem. Vous êtes journaliste. Dites-nous, tout au long de votre carrière, quels sont ces mauvais exemples-là que vous avez rencontrés dans les administrations et pas que aujourd'hui? S'il faut commencer d'abord par mon travail de journaliste. Vous savez, le journaliste n'a pas l'information. Le journaliste va collecter l'information et très souvent nous avons affaire aux agents publics. Nous allons vers des administrations publiques mais aussi privées. Ça, je peux vous le dire. Et la difficulté que nous avons souvent, c'est de voir que des personnes ne se sentent pas une quelconque obligation ou alors ne se ménagent pas vraiment lorsqu'il faut donner de l'information. Et parfois, une information qui relève même de l'intérêt de l'administration. C'est-à-dire, un ministre peut prendre une circulaire, il peut signer une décision sur une question assez importante au sein de l'administration. Et puis, vous avez besoin de ce document-là, peut-être pour préparer un article de presse qui forcément permet d'accompagner la communication publique, même de l'institution. Et puis, vous êtes surpris de rencontrer des personnes qui vous disent « c'est confidentiel ». Et puis, je me pose souvent la question, mais comment c'est confidentiel une circulaire, une décision, un arrêté qui a été lu sur les antennes de la CRTV, c'est-à-dire qui a été rendu public. Et puis j'entends dire c'est confidentiel. On ne peut pas vous donner ce document. Je dis mais attendez. Et généralement vous ne comprenez même pas
le caractère confidentiel d'un document qui relève vraiment de la banalité quotidienne, de la gestion quotidienne de l'administration. Donc, généralement, nous faisons face à des agents qui font de la rétention de l'information pour rien, vraiment pour rien, et qui n'ont pas compris les enjeux autour de la communication. D'accord, autre exemple? Autre exemple, là je reviendrai je vais parler davantage des journalistes. Et donc, vous avez des personnes qui ne rendent pas leur copie à temps, qui ne sont pas ponctuels aux réunions. C'est-à-dire, on dit qu'on fait une conférence de rédaction, on dit 8h30, et puis vous avez qu'une personne qui se pointe à 9h, à 9h30. Vous confiez un sujet à quelqu'un, le sujet est programmé pour le journal du soir, et la personne ne donne pas de nouvelles. L'heure de la tombée de la copie, c'est-à-dire le délai, c'est peut-être 16h. À 15h, 15h30, vous vous inquiétez, et puis vous l'appelez, son téléphone ne passe pas. Et à 17h, il se pointe, il vous dit « je n'ai pas pu réaliser le travail ». Et vous lui posez la question de savoir « mais attendez, qu'est-ce que je mets à la place ?» Parce que j'ai un journal à réaliser, qu'est-ce que je mets à la place? Pourtant, on nous a appris, l'une des règles, c'est l'obligation du reporter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'on vous a envoyé sur le terrain, traiter un sujet, vous devez collecter des informations, vous devez revenir et rédiger l'article. Si vous avez un problème, vous remontez et puis on trouve le plan B. Vous pouvez dire à votre responsable, je n'ai pas pu collecter cette information, ou bien je n'ai pas pu avoir des informations à temps, mais je propose qu'on fasse ceci, parce qu'à la fin de la journée, il faut bien remplir un espace. Alors vous avez des collègues comme ça qui ne comprennent pas les exigences professionnelles. Donc ce sont des problèmes comme ça que nous rencontrons avec des collaborateurs qui n'ont pas toujours cette conscience professionnelle qui est cardinale dans le travail en équipe. On va demander à poser la question à Thierry Sanjok. Vous êtes enseignant, consultant à l'ISMP, mais vous êtes aussi usager. Vous êtes sollicité souvent plusieurs services dans les établissements publics et pas que. Quels sont les maux aujourd'hui qui minent le service public au Cameroun? Merci madame. Une fois de plus, je voudrais m'acquitter des civilités qui sont les miennes pour dire également merci une fois de plus à la CRTV de nous avoir accordé cet espace d'expression qui permet de mettre sur la table la réflexion du jour une question de l'importance du service public. Pour éviter une analyse par embuscade, je voudrais vous dire d'abord que le docteur Sanjok que je suis, je vais examiner la question du service public sous l'angle du manager pour dire que l'administration au plan global mène des activités liées à la prestation du service de l'intérêt général. Alors, dans ce sens, c'est les mesures, les procédures et puis des règles de déontologie qui accompagnent l'action d'un agent public dans le cadre de son exercice. Ce qui fait que, à un moment donné, lorsque vous ne maîtrisez pas les canons de fonctionnement de l'administration publique, vous êtes appelé immédiatement à porter des jugements de valeur. Sous cet angle, je ne pourrais pas aborder la question. Je voudrais dire qu'en tant qu'individu, en tant que l'individu, je suis une pièce qui entre dans le fonctionnement d'une organisation, parce que nous sommes nés dans l'organisation, nous allons mourir dans l'organisation. Ce qui fait qu'il y a des moments où nous observons l'organisation comme une entité et plusieurs fois nous amenons des activités dans cette même organisation. Ce qui fait qu'en tant que prestataire du service public, j'ai également observé un ensemble de manquements, parfois qui sont liés à l'individu, parfois sont liés aux contraintes de l'organisation. Ce qui fait qu'il faut faire très attention avant de porter un jugement de valeur sur un acte administratif, comme le frère le disait tout à l'heure, mais il faut dessiner les paramètres administratifs de l'exécution de l'acte du service public. Très rapidement, parce que certainement nous ne sommes pas encore dans le sujet, je vais revenir de façon plus détaillée.
D'accord. Alors, vous l'avez dit, manquement lié à l'individu ou à l'organisation. Et on a envie de demander à Isaac Bissala, président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, quel regard vous avez de cette question-là, d'entrée de jeu. Merci, madame. Il faudrait vous dire qu'en tant que syndicaliste, venir parler comme si on accusait les autres travailleurs de la fonction publique. En fait, c'est ça, quand on dit « travaille mal », pour le syndicaliste que je suis, le plus souvent, c'est mal vu. Mais je veux essayer de vous parler dans l'ensemble. Si j'étais sociologue, je devais vous dire mais pourquoi ce comportement? La question devait pourquoi ce comportement? Mais je vous dirais seulement qu'il y a beaucoup de paramètres qui font en sorte que l'individu se comporte. Déjà, quel est votre constat? Oui, le constat c'est que quelque part, le service public qu'on attendait, ce n'est pas ce service public qu'on a. Ce qui veut dire que tout ne se fait pas dans l'art, tout ne se fait pas dans le respect de certaines déontologies, et puis il y a comme si on laissait aller. Je dirais même que le service public, à un moment donné, on peut dire que c'est la jungle. Ça dit tout. Quand je dis c'est la jungle, ça dit tout. Donc, on arrive, donc il y a donc des problèmes. Il faut donc se poser la question de savoir, mais pourquoi? À qui la faute? mais si, à qui la faute? Bon, vous avez dit tantôt. Mais je vous dirais d'abord, madame, si vous me permettez, lorsque vous parlez de la conscience professionnelle, d'abord, il faudrait vous dire qu'avant d'arriver à la conscience professionnelle, nous avons ce qu'on appelle le patriotisme professionnel. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une entreprise, il faut savoir que vous êtes là, vous travaillez pour le développement de votre pays. C'est ça le patriotisme. Et des fois, dans d'autres entreprises, vous travaillez pour le monde entier. Parce que vous pouvez poser un acte ici qui ne sert pas seulement votre pays, mais qui peut servir le monde entier. Il y a la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, ça veut dire qu'il faut être en phase avec son entreprise. Savoir la mission de votre entreprise. Lorsque vous êtes dans une entreprise, il faut savoir sa mission. Quand vous travaillez à la CATV, il faut savoir exactement les missions de la CATV. Donc il faut être en phase. C'est ça qu'on dit le plus souvent quand on a la culture d'entreprise. Maintenant, la conscience professionnelle, comme vous l'avez dit, c'est bien faire son travail. Et bien faire son travail, c'est éviter, par exemple, l'absentéisme, éviter des malversations, éviter de mal recevoir les usagers, éviter ce que vous dites là, ce que vous avez décrit dans votre mot là. Mais il faudrait vous dire aussi que de l'autre côté, il faut ménager le travailleur. Il faut ménager le travailleur. Là, quand on va revenir à la deuxième phase, il faudrait d'abord que des conditions pour atteindre ces objectifs, il faut d'abord que dans une entreprise qu'il y ait ce qu'on appelle la démocratie de l'entreprise. Là, on est déjà dans le champ des solutions et on va y arriver. Voilà. Le temps pour nous d'accueillir. Effectivement, quand mon camarade disait tantôt, il vient dans une entreprise, il va dans un ministère et il demande quelque chose, les gens, chacun se cache et dit on ne m'a pas demandé de vous donner ça, on m'a fait ceci, cela, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le manque de la démocratie d'entreprise, donc la liberté d'expression. Alors, on va accueillir sur la question Madame Suzanne Gannet, qui est directeur des projets et programmes de partenariat au FECOM. Alors, le FECOM est plutôt généralement cité en exemple par plusieurs personnes au Cameroun. Est-ce que chez vous quand même, malgré nous n'y sommes pas, est-ce que vous observez quelques dérives de comportement dans le sens de la conscience professionnelle? Merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation et au nom de Monsieur le Directeur Général, je vous dis grandement merci. Et pour les observations que vous faites aussi. Disons que il y a déjà des aspects qui ont été évoqués par les précédents intervenants. La conscience professionnelle est liée aussi à une bonne connaissance de la position, du rôle que chacun joue dans l'organisation. Cela fait qu'on a le sentiment de compter. Donc d'être quelqu'un dont l'activité va avoir une influence, un impact. On n'est pas juste une pièce
qui peut être changé à tout moment. On est quelqu'un sur qui l'institution compte, sur qui l'usager, le citoyen compte. Et là-dessus, le FECOM a, je pense, la chance d'être dans un secteur où nous impactons directement la vie des citoyens. Et nous avons également la chance d'avoir un management qui fixe des objectifs à chaque individu. Donc, à chaque poste de travail, on a un contrat interne d'objectifs, ce qui fait que chacun sait que des manquements à son rôle, à la mise en œuvre de ce qui est attendu de lui, peut avoir un impact sur toute la chaîne. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous avons de manière participative rédigé une charte éthique dans laquelle nous prenons en compte. Vous êtes là dans le champ des solutions, en tout cas, que vous avez apporté pour... Je voulais juste dire, parce que vous m'avez demandé, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des dérives? Je voulais juste dire que, en fait, c'est ce côté participatif qui fait que chacun se sent partie prenante du résultat, de la mission et du résultat que l'organisme devrait avoir. Donc, c'est un peu pour cela que si même il y avait des dérives, ce seraient vraiment des gens qui peinent à comprendre, mais je ne pense pas. Globalement, parce que chacun s'auto-évalue. Donc, il est difficile, quand vous vous auto-évaluez, d'accepter vous-même de prendre la chicotte pour vous faire battre. Alors, je vous propose immédiatement de rejoindre en ligne Laurent Chisogbe qui nous reçoit depuis Bamenda. Laurent, bonsoir. J'espère que la liaison est bonne et que vous nous recevez. Bonsoir. Eh bien, dites-nous comment se porte Bamenda et le Nord-Ouest ce soir. Merci Carlette Esso, merci de nous rejoindre ici à Bamenda, dans le nord-ouest. Bamenda et ses environs, partant de l'ensemble de la région, traverse depuis peu une période d'accalmie. Les coups de feu de Kalachnikov, de M21, de 12-7 ou de 14-7 se font de moins en moins entendre, preuve que la quiétude et la tranquillité plantent le décor d'une paix progressive. L'on peut d'ailleurs voir cela à travers la vie dans les rues et les marchés. Les activités économiques, quoique intermittentes, reprennent peu à peu sur l'étendue du Nord-Ouest depuis déjà 2 voire 3 jours. L'actualité dans la région est marquée par des rencontres entre les membres du conseil électoral et les acteurs du processus dans la région. À date, le Nord-Ouest, il faut le dire, Carré Esso, totalise un peu plus de 13 500 nouveaux inscrits, soit une augmentation de 81,8% par rapport à l'année dernière à cette période. Autre chose, c'est bien le déroulement des activités de la semaine du travailleur et le début des réunions préparatoires à la célébration de la fête de l'unité nationale. Merci Laurent pour ces nouvelles fraîches de la journée. Et puis dites-nous concernant le débat, la 138e édition de la Journée internationale du travail arrive à grands pas. Dites-nous, est-ce que les préparatifs sont visibles là-bas à Bamenda? Les préparatifs Carlette Esso sont bien visibles sur le terrain après le lancement de la semaine. Il y a exactement 72 heures dans le Nord-Ouest, les entreprises et les structures publiques, parapubliques et privées dans la région sont en train de recevoir ces jours les kits de la célébration. Pain, chapeaux, banderoles, plaques et autres gadgets dédiés à l'événement. Les activités ont aussitôt démarré. Rencontres sportives, table ronde, visites dans les orphelinats sont en train de meubler cette semaine qui met le travailleur à l'honneur. Ce vendredi, il s'est tenu à l'esplanade de la préfecture de la Mézam à Bamenda, la foire des travailleurs. Les populations ont pu apprécier le savoir-faire dans le public, le privé et le parapublic dans plusieurs domaines d'activité. Alors, Laurent Chisogbe, parlant notamment du service public et de la conscience professionnelle, eh bien, dites-nous en tant que journaliste, quelles sont les scènes désagréables qui ont retenu votre attention?
Dans les services publics, franchement, il y a plusieurs scènes qui retiennent les attentions, Carlette Esso. Je ne vais pas faire une focalisation sur une structure précise, mais je voudrais quand même faire remarquer que le cas du Nord-Ouest, je peux déplorer l'absentéisme de certains responsables, mais lorsqu'on cherche à comprendre, on va vous dire que là où la personne habite est une zone insécurisée. Par conséquent, vous êtes obligé de revenir le lendemain, sinon le jour d'après. Je voudrais également évoquer ici le fait que l'usager dans nos services publics, pas seulement à Bamenda, mais aussi ailleurs, est mal accueilli. Quand vous toquez à la porte, vous ouvrez, la secrétaire ou le secrétaire commence à froisser le visage. À peine si il ou elle répond à votre salutation. Parfois, la personne ne veut pas se lever. Elle vous dit que le patron est sorti alors que le patron est là dans son bureau. Il y a aussi des causeries inutiles qui occupent tellement certains travailleurs au point de rentrer sans rien faire toute la journée. Dans la plupart des cas, c'est le commérage. Je pense qu'il est temps de changer la donne. Alors, Laurent, il y a tout de même des agents du service public qui se démarquent certainement de ce côté-là. Vous avez des belles histoires à nous raconter à cet effet. Oui, Carlette Esso, ils sont nombreux. Je voudrais sincèrement tout d'abord saluer ceux qui répondent présents à leur poste de travail tous les lundis ici. Vous savez, c'est un jour peu ordinaire vu le contexte socio-sécuritaire que nous traversons dans la région. Les lundis, il y en a qui réussissent toujours, ceux qui sont prêts à recevoir les usagers, même comme ces derniers aussi, par peur, ne sortent pas de chez eux. Sans me faire des jaloux, je voudrais citer ici les services du gouverneur du Nord-Ouest, la préfecture de la Mézam, la sous-préfecture de Bamenda 1er, la délégation régionale de la fonction publique, la délégation régionale de l'économie. Il y en a quand même qui se distinguent positivement, même par le comportement des agents, accueillants, serviables, respectueux, etc. Merci beaucoup, Laurent, pour cette riche participation au débat de ce soir. Très bonne soirée à Bamenda. Je signale à votre suite que vous êtes également un agent ou bien un collaborateur plutôt sérieux compte tenu de la tonne de reportages et de magazines que vous nous envoyez. J'en veux pour preuve votre participation à cette émission. Bonne soirée. Merci Carlette, meilleur à toi et très bonne émission à vous. Le débat se poursuit sur le plateau avec vous, notamment à Sormo Nekdem. Vous avez donné quelques exemples de manquements au service public tout à l'heure. Laurent Chissoubé tout de même. Qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, ces manquements? Il y a deux pistes. Il y a la piste de l'individu et il y a la piste de l'organisation, la piste systémique. Et le docteur tout à l'heure évoquait cela. Je vais commencer par la piste de l'individu. Vous savez, et c'est le professeur Vivian Ondoa qui expliquait qu'au Cameroun, ce n'est pas la compétence au niveau de l'expertise qui fait problème. C'est la compétence au niveau moral. Vous avez des personnes qui savent très bien faire leur travail, qui sont bien formées et qui parfois refusent de faire leur travail pour d'autres raisons. Ou alors qui ne sont pas du tout engagés, qui ne se sentent pas une quelconque obligation. C'est vrai qu'on peut aller fouiller plus loin et s'intéresser aux conditions de recrutement de la personne. C'est-à-dire, quelles sont les conditions dans lesquelles les personnes ont été recrutées, que ce soit dans la fonction publique ou même dans les entreprises, lorsqu'on passe par des parrainages, lorsqu'on passe par l'achat des postes et qu'on s'est peut-être endetté pour acheter une intégration et que lorsqu'on arrive, on est davantage mu par la quête du gain. Ça, c'est cela. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas... Bon, c'est vrai, j'ai parlé tout à l'heure de la compétence, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas aux bonnes places. Vous avez quelqu'un qui n'est pas à la place qui est la sienne, et puis, parfois par complexe, parfois pour cacher notre incompétence, on est agressif. Ça, vous le savez.
je cache mon incompétence, je ne veux pas m'afficher et donc je ne reçois pas les gens. Parce que je ne peux pas faire le travail. Au niveau maintenant systémique, au niveau de l'organisation, j'ai évoqué tout à l'heure les modalités de recrutement des personnes. Là, il faut interroger ça. Si nous prenons l'administration publique, ça fait mal de le dire, mais très peu de concours menant à l'intégration sont transparents, sont basés sur le mérite. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et ça biaise déjà le recrutement, parce que les meilleurs, des fois, ne sont pas là. Et lorsque ce sont les personnes compétentes, parce que des fois on est compétent, mais on est obligé d'acheter. C'est-à-dire, on n'achète pas parce qu'on est faible. On achète parce que le système a fait qu'il faut acheter. Et quand on achète, on n'arrive pas dans les dispositions d'esprit adéquates pour bien faire son travail. Isaac Bissala. Oui, moi je pense qu'il y a d'abord un problème de vocation. Vous savez, je vous prends l'exemple quand nous étions jeunes. Nous voyons des fonctionnaires travailler, des agents publics. Nous nous disions, moi aussi, quand je vais finir mes études, je serai fonctionnaire. Parce que c'était des exemples. Des exemples. Mais à un moment donné, on a commencé à comprendre les gens dire, entendre les gens dire, le travail de blanc ne finit pas. Le travail de blanc ne finit pas. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligé de travailler comme il se doit. Je peux, le même travail, je peux le faire en plusieurs jours. L'administration est continue. C'est un principe de l'administration. Donc, c'est ça. Donc, mais aussi, ici, il faudrait vous dire que, comme mon camarade vient de dire, il y a aussi ce qu'on appelle l'organisation de travail. Lorsque vous êtes dans un ministère ou bien dans une entreprise et que vous avez une mauvaise organisation de travail, qu'est-ce qu'il veut dire mauvaise organisation de travail? Alors, ça commence d'abord par le recrutement, comme il l'a dit. Est-ce que on recrute des personnes qui ont la vocation de travailler au niveau de la fonction publique, ou bien vous avez des personnes qui viennent seulement chercher le matricule? Ça, il faut voir que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Deuxièmement, il y a des personnes qu'on envoie dans certains services qui jugent que ce n'est pas là où elles devaient aller. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque la personne se retrouve là où vous l'avez envoyé, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Donc, il reçoit mal des usagers, il fait tout pour qu'on puisse l'affecter. Certains font ça pour qu'on l'affecte. Et troisièmement, il faut aussi savoir que la faute revient souvent à l'employeur, qui est l'État. Parce que il faut savoir donner du travail. Il faut service occuper... public dans les transports, un taxi qui n'arrive pas à bien accueillir ses passagers. Alors là, il faut faire très attention lorsque vous appelez le taximan service public. L'intérêt, le sens de l'intérêt. Non, non, je voudrais dire ici, aujourd'hui on a rendu général. Le taximan comme c'était un service public. Ce n'est pas le service public. Le taxi, c'est du travail privé. C'est un homme d'affaires. Mais voilà. C'est un homme d'affaires qui a acheté son taxi et qui est en route pour chercher l'argent. Et c'est là, dans ce sens, qu'il devait donc avoir la conscience professionnelle, parce que s'il reçoit très mal ses clients, bon, le plus souvent, le client ne sait pas que le taxi qui est la mère. Au fur et à mesure que vous recevez mal les clients dans votre taxi, il y en a certains clients qui commencent à vous pointer du doigt pour dire que je ne vont plus rentrer dans votre taxi. Et ils prennent votre numéro. Donc, et en ajoutant que le client peut décider de quitter votre voiture. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment on donne le travail. Vous allez trouver dans des ministères des personnes qui sont en train de jouer aux cartes du matin au soir, dans leur ordinateur. Parce qu'on ne les a pas donné du travail. On n'a pas donné du travail. Donc, le plus il y a beaucoup de choses qui font en sorte que lorsque vous rentrez dans un ministère, dans un service public, vous pouvez avoir une idée, comme il a dit, vous pouvez avoir une idée sur une personne sans jamais savoir exactement quel est l'environnement de travail de cette personne-là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer de voir. Et je me rappelle, lorsque le ministre
à organiser la réforme de la fonction publique. Et nous y étions, nous avons contribué. Mais malheureusement, nous ne voyons pas jusqu'aujourd'hui où va cette réforme de la fonction publique. Bon, peut-être on vous dira, on a digitalisé des choses, ceci, cela. Mais en ce qui concerne l'homme à la fonction publique, il y a beaucoup qui reste à faire. Et je vous dirais d'ailleurs que, c'est vrai, vous venez de dire qu'il est consultant à l'ISMC. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Si ce sont seulement de hauts cadres qui vont, est-ce que tout le monde y va? Est-ce que tous les travailleurs de la fonction publique, les fonctionnaires et les agents publics vont là-bas pour essayer d'avoir une formation sur ce que c'est que la fonction publique? Je vais réagir à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a comme l'impression que l'ENAM ne suffit pas. L'ENAM ne suffit pas. Vous pouvez sortir de l'ENAM, mais en fait, vous n'êtes pas un bon fonctionnaire. Il faut passer par cette école de management pour pouvoir essayer de faire en sorte que qu'on vous mette dans le bain quand vous venez dans la fonction publique. Et surtout, il y a toujours un autre problème que je dois vous dire ici. À un moment donné, on a voulu rajeunir la fonction publique. On a fait partie de tout ce qui était des compétences parce que ils avaient l'âge pour aller en retraite. Alors les jeunes qui sont arrivés à la fonction publique n'ont plus trouvé ces compétences et ne peuvent pas avoir des personnes où s'appuyer pour pouvoir, parce que être fonctionnaire aussi c'est savoir exactement trouver quelqu'un qui vous accueille et qui vous apprend le travail. Donc les jeunes aujourd'hui qui sont à la fonction publique sont perdus tout simplement parce qu'ils n'ont plus cette compétence. Je crois que vous brûlez d'envie de réagir à tous ces propos, docteur Thierry Sandiop. Merci madame. Je voudrais effectivement attaquer la question du jour parce que il faut dessiner la scène du débat. La thématique est intitulée Service public, conscience professionnelle. Et il faut comprendre ce que ça veut dire service public, c'est-à-dire une activité dirigée par un acteur de l'action publique dans la défense de l'intérêt général. De l'autre côté, la conscience, c'est-à-dire l'état de l'individu à faire le discernement de la chose, et plus grave au plan professionnel, c'est-à-dire que l'état de l'esprit du cadre administratif au sein de son service. Donc, autrement dit, on voudrait mettre à jour ici, on voudrait montrer que la conscience, dans sa transparentialité, si elle n'est pas transparente, peut nuire à l'effectivité du service public. À l'efficacité du service public. Ça veut dire qu'à ce niveau, je ne m'arrêterai pas à l'efficacité, je m'attarde à l'efficacité, à la durabilité, à l'efficience et la performance du service public. Alors, le débat devient plus grand parce qu'il faut faire très attention. Il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre du service public. Il y a tout d'abord l'autorité, c'est-à-dire le cadre administratif, qui est l'individu qui doit mettre en jeu l'action par rapport à son caractère professionnel. De l'autre côté, il y a le prestataire, c'est-à-dire l'individu qui sollicite le service public. Et ici, il y a l'objet qui unit les deux dans la réalisation de l'acte de l'action publique. Vous comprenez un peu? À partir de là, les jeux deviennent différents. Ça devient compliqué. Et maintenant, il ne faut donc pas ignorer en fait la réalité de l'organisation, la raison d'être de l'organisation. Parce que l'acte que pose un acteur administratif au sein de son service tient compte de beaucoup de paramètres. Il y a tout d'abord l'environnement interne de l'entreprise. Est-ce que le service sollicité est un service qui est directement rendu ou alors qu'il faudrait bien que plusieurs acteurs interagissent? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Deuxième des choses, est-ce que le cadre réglementaire et textuel permet au cadre administratif de réagir plus rapidement pour une certaine efficacité de l'action publique? Il faut y poser des questions. Et troisième des choses, l'environnement macro qui encadre à peu près cet ensemble de choses, est-ce qu'il est favorable? Ce qu'il faut donc faire attention, il y a les textes, il y a le contexte et éviter le prétexte. Parce que c'est là où beaucoup vont se cacher. Autrement dit, la problématique de la conscience professionnelle au cœur de l'action publique remet en jeu un ensemble de paramètres qui peuvent aussi que possible affecter tout individu, autant le manager qui est au sommet hiérarchique que le plateau technique, c'est-à-dire le centre opérationnel, mais bien aussi les services logistiques et la technostructure.
Tout le monde a déjà été interpellé. Et nous avons des actes, Président, je salue votre intervention parce que on a comme impression que quand on aborde la question de la conscience professionnelle, certains managers ont comme impression que c'est l'affaire du plateau technique, c'est-à-dire le centre opérationnel. Non. La conscience interpelle tout acteur engagé dans l'action publique, y compris d'abord principalement le manager. À l'instant où vous menez une activité publique et vous ignorez la raison d'être de votre institution, d'une part, vous éloignez des procédures et de l'esprit déontologique, nous sommes dans les limites de ce qu'on appelle l'inconscience dans la mise en œuvre de l'action publique. Autrement dit, il faut faire très attention. Nous sommes dans l'approche par les compétences en réalité. Il a si bien dit, on peut avoir toutes ces compétences, mais lorsque nous n'avons pas une compétence morale, immédiatement nous déclinons l'objectif principal du service public. Alors, je vais le dire, le niveau que la prestation du service public a atteint aujourd'hui, c'était un long combat. Il faut saluer les institutions républicaines et principalement l'État qui ménage au quotidien un ensemble de mécanismes qui met à votre disposition. D'ailleurs, la thématique qui est mise à l'ordre du jour tombe à point nommé. Parce que l'État et les autres institutions se rendent compte effectivement que parfois l'action publique est plombée par des comportements des uns et des autres. Prenons le cas que vous avez abordé tout à l'heure, l'intégration dans les institutions de l'État, c'est-à-dire les recrutements. Il y a plusieurs paramètres qui encadrent. Si vous prenez le cas des enseignants, le recrutement se fait à partir des institutions, les ministères sectoriels. Si vous prenez le cas des concours de bourse, ça revient à la fonction publique. Et nous sommes combien de jeunes? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'action de l'État se retrouve un peu diluée. Et l'État, c'est qui, madame? L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout ce monde. Alors, il est très facile de pointer l'État du doigt, mais oubliant notre propre responsabilité dans le circuit d'approvisionnement du service public. Il disait tout à l'heure, vous entrez dans un service, vous trouvez une secrétaire qui mange, dit « Attendez, je mange encore ». Vous arrivez dans un autre service, vous trouvez tout état de mentalité. Mais est-ce que cela est lié au service public? Le service public n'a jamais défini un manuel de procédure du comportement d'un agent public dans ce sens. Vous comprenez un peu? Il faut intégrer d'autres éléments, c'est-à-dire la pluridiversité des Camerounais. Vous comprenez un peu? Nous avons des valeurs extrêmement diversifiées auxquelles l'État doit avoir la capacité de manager. Donc aujourd'hui, madame, le management de la conscience devient un champ encore vide qu'il faut prospérer, il faut examiner, il faut occulter avec tout ce qu'on peut avoir comme instrument d'examen. D'accord, on va permettre à Suzanne Ngané de nous dire comment est-ce que, ou alors quels sont les arguments de la conscience professionnelle au FECOM qui est généralement cité en exemple, comme je le disais. En fait, je vais rebondir sur ce que les précédents intervenants ont dit pour dire qu'en fait, et je l'ai dit précédemment, donc l'un des défis que nous avons, qui finalement est une opportunité pour construire la conscience professionnelle, c'est que nous travaillons sur la satisfaction de clients qui sont nous-mêmes en fait, qui sont chaque usager, qui sont chaque citoyen de la République. Et donc, quand on a la conscience que l'action qu'on va mener va permettre que le service de l'eau soit durable et de qualité, le service de l'électricité soit durable et de qualité, que nos enfants aillent dans des écoles bien construites ou pas, que nos enfants et que nos mamans aillent dans des marchés bien construits ou pas, la conscience se construit parce que la finalité est perceptible comme un bien commun. Et c'est là que la conscience professionnelle ça lie tout de suite à la question du service public. Donc, le fait est que la finalité nous devons être conscients de la finalité, qui est celui de la qualité et de la durabilité, donc de la constance de la qualité du service. Si on nous donne de l'eau potable aujourd'hui, de 6h à 10h, et que de 10h à 10h30, sans nous avoir prévenu, on n'a pas d'eau, nous avons l'impression que le service public est mal fait. Donc en fait, il y a cette conscience
du fait que la finalité, c'est nous tous. Et c'est en cela que c'est du service public. Donc, mais tous les comportements qui ont été décriés ici portent à faire croire que ce service n'est rendu qu'à certains. Une pièce qui doit être signée pour Monsieur A et qui ne l'est pas, ça, Monsieur A, ça peut être moi demain, ça peut être mon petit frère, ça peut être ma petite sœur, ça peut être... Je veux dire, je peux avoir besoin du même document. Donc en fait, le service doit être discontinu et de la manière et avec la même qualité parce que nous bénéficions des prérogatives. On va continuer tout à l'heure. Oui, donc, voilà. Juste le temps du journal sur CRTV News, il est 19h. La conscience professionnelle et la parole était justement donnée à Suzanne Ganet, directeur des projets et programmes de partenariat au FECOM, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale qui fait bonne figure en la matière plus tôt. Alors, vous étiez en train de parler des arguments du FECOM. Quels sont ses secrets? Donc, je parlais déjà de manière générale et puis maintenant, revenant au FECOM, on dira que, je l'ai dit au début, nous avons une charte éthique qui a été rédigée de manière participative par l'ensemble du personnel et nous avons ensemble défini les valeurs qui devraient nous caractériser et nos valeurs, c'est le travail, c'est la qualité de service et c'est l'écoute client. Donc vous voyez que nous travaillons avec des maires qui sont des entités publiques, des démembrements de l'État, mais nous les appelons des clients parce que nous sommes certifiés à la norme ISO 9001 version 2015 qui est axé sur la satisfaction du client. Et donc, nous traitons le maire qui vient vers nous comme un client avec l'obligation donc de lui accorder la satisfaction. Nous l'écoutons, nous récoltons ses réclamations, nous y apportons de l'analyse pour pouvoir trouver des solutions. Mais tout cela, nous le rattachons essentiellement à la mission de l'organisme, au projet de performance, au contrat interne d'objectifs de chacun à son poste de travail et nous suivons cela, comme je l'ai dit, par des auto-évaluations régulières. Tous les mois, chacun doit produire un tableau de bord de suivi pour savoir où est-ce qu'il en est de la mise en œuvre des objectifs qui lui ont été fixés pour l'année. Donc, de ce point de vue-là, nous avons également... Et en cas de manquement? En cas de manquement, c'est une analyse qui est faite et avec donc le système d'amélioration continue qui est l'un des principes de la norme ISO 9001. Donc en fait, il n'est pas de résultat négatif, il y a des opportunités d'amélioration, des opportunités de faire mieux. Et cela fait, et avec couplé avec l'approche risque que nous avons maintenant intégrée, nous analysons le contexte, nous analysons les opportunités, nous analysons les risques et nous intégrons tout cela aux analyses que nous faisons pour pouvoir trouver éventuellement des nouvelles opportunités à prendre en compte dans la résolution des problèmes. Évidemment, pour faire plus simple, comment est-ce que vous arrivez à passer le message au plus petit, je vais dire, de votre personnel? Nous avons des cadres de concertation, beaucoup de cadres de concertation au niveau global, dans chaque structure, mais nous avons beaucoup de sensibilisation, nous avons un journal interne, nous avons des plateformes de communication à l'interne, et tout le monde, jusque l'employé, le conducteur, l'agent de ménage, ils ont leur contrat d'objectif. Ils ont leur tableau de bord qu'ils remplissent. Vous pouvez voir la feuille que le conducteur remplit quand il revient de voyage. Il peut vous dire si il a atteint, s'il doit déjà aller faire la vidange. Il peut vous dire si ses pneus ont déjà fait 20 000 kilomètres. Donc en fait, le conducteur, l'agent d'entretien, tout le monde est sensibilisé au fait qu'il contribue aux résultats que nous devons atteindre. Et cela se manifeste aussi dans la communication en interne. Tout le monde se sent tout à fait. Alors, à Assormo Nekdem, vous avez quelques gènes par rapport notamment au rapport ou à la relation des Camerounais avec le service public. Oui, et ici, service public délivré par l'État. Et il est important de comprendre la relation, la conception que les gens ont de l'État dans notre contexte. Si les gens ne comprennent pas l'État comme se mettre au service de la collectivité,
Parce que l'État, lorsqu'on dit je veux travailler pour l'État, je me mets au service de la collectivité. Mais si les gens ne comprennent pas ça ainsi et considèrent l'État ou conçoivent l'État comme un moyen d'accomplissement personnel, si les gens considèrent l'État comme un moyen d'accéder à la rente et d'en vivre, ne vous attendez pas à ce que le service public soit rendu. Parce que quelqu'un qui ne conçoit pas l'État se mettre au service de l'État comme se mettre au service de la collectivité, et donc on aura des actes de naissance qui seront délivrés à temps, parce que je suis un officier d'état civil, je pense que je dois le faire, parce que l'État doit le faire. Je suis à l'hôpital, je pense que je dois bien accueillir les malades, je dois leur prodiguer les soins qu'il faut, parce que l'État doit le faire. Je suis au service de l'État. Je suis à l'école, je dois être soucieux du bon encadrement des enfants, parce que l'État doit le faire, et je suis au service de l'État. Si les gens ne conçoivent pas ça ainsi, il y a un problème. Et ça, c'est au niveau de nous tous. Et là, le docteur disait, l'État, c'est qui? L'État, c'est nous tous. D'accord. Mais ça devient encore plus grave lorsque, au niveau, au sommet de l'État, ceux qui incarnent le mieux l'État, parce qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir dans l'État. Et vous et moi n'avons pas ce pouvoir. Il y a des gens qui ont le pouvoir politique. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de la décision. Ils ont le pouvoir de prendre des actes qui impactent sur l'avenir de tout le monde. Si ceux-là ont également cette conception de l'État qui est comme des positions de rente, des positions de profit personnel, ça devient plus grave. Et on se retrouve dans des contextes où on recrute sur la base, sur toutes les bases, sauf le mérite, celui de la compétence et du mérite. Oui. Alors, maintenant oui. Je voudrais parler également d'un fait historique. Je passe sous le contrôle des aînés sur ce plateau et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été un marqueur important dans ce pays il y a 30 ans. En 1994, il y a la baisse des salaires des fonctionnaires et il y a la dévaluation du franc CFA. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les agents publics de cette époque-là. Parce que du jour au lendemain, votre niveau de vie est réduit, je crois, des 3/4. Parce que la moitié, c'est lorsqu'on réduit votre salaire. Drastiquement changé. Mais lorsqu'il y a encore la dévaluation du franc CFA, si vous aviez 100 000, en fait, vos 100 000 valent désormais 50 000. Et en plus de ça, on a encore coupé le salaire de moitié. Et ce sont ces personnes qui sont restées dans la fonction publique. Elles sont restées, elles ont travaillé. Ça, au moins, je leur tire un coup de chapeau. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise culture qui s'est installée. Peut-être du fait de ce choc historique-là. Et les nouvelles générations ont hérité cela. Parce qu'en réalité, ceux qui étaient aux affaires en 1994, pour la plupart, ils ne sont plus là. C'est la jeune génération qui a pris la relève. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce choc historique a créé des mauvaises pratiques qui se sont transformées en mentalité. Et nous avons tous hérité de cela. Alors, regardez la fonction publique. On va donner la parole à un aîné qui existait, je vais le dire comme ça, qui était déjà là à cette période-là. Isaac Bissala, président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, cette période évoquée. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Quel regard vous posez? Bon, disons que j'y étais. Nous avons même organisé une grève générale. Par solidarité, parce que ce que les fonctionnaires et agents publics avaient comme salaire, nous nous posons la question de savoir, mais est-ce qu'on a affaire aux hommes ou bien aux animaux? Parce qu'en réalité, ce qu'il dit là, quand vous voyez le bulletin de solde de ces gens à la on a le temps qui nous tient à la gorge, donc j'aimerais que vous réagissiez sur ces mauvaises habitudes-là, évoquées, qui semblent perdurer aujourd'hui. Oui, moi, je vous ai dit dès le départ qu'on se pose toujours la question de savoir pourquoi ce comportement. Parce que si vous ne savez pas pourquoi les gens se comportent ainsi, dans l'autre pan que je voudrais vous dire ici, qu'on n'a pas encore dit aujourd'hui, c'est le fonctionnaire en tant que tel, le travailleur qui est à la fonction publique en tant que tel. Lorsque vous rentrez à la fonction publique, vous ne voyez pas ce qu'on appelle la démocratie d'entreprise.
on ne laisse pas la possibilité aux agents de la fonction publique et aux fonctionnaires de s'exprimer. Deuxième chose, ils ne sont pas respectés, ces fonctionnaires et agents publics. On ne les respecte pas. Ils sont considérés comme des esclaves ou bien comme des objets. Pas respectés par qui? Mais ils ont un employeur. Ils travaillent pour quelqu'un, l'État. Et l'État est représenté par le département ministériel, le ministère qu'on appelle leur employeur. Vous avez par exemple le droit de ces fonctionnaires et ces agents publics qui ne sont pas respectés. Je vous dirais par exemple que je connais un ministère, quand le ministère est arrivé, les gens avaient les travaux spéciaux. Et c'est là où ils arrivaient à avoir quelque chose à la fin du mois pour pouvoir essayer de voir. Il est venu dire que c'est fini. Alors quand vous enlevez tout ça là. Je vous ai dit tantôt, le temps nous tient à la gorge. Est-ce que c'est ce phénomène-là qui peut justifier cette inconscience professionnelle? En partie. À lui seul. Oui, en partie. Je dis bien, nous avons d'abord donné les autres raisons tout à l'heure, le recrutement et autres. Maintenant, dans le comportement d'un travailleur, on cherche le plus souvent si ses droits sont respectés, s'il est même lui-même respecté, s'il a à dire dans l'entreprise, s'il n'a pas à dire, si on ne lui permet pas de dire, écoutez, il croise ses bras, il dit, bon, ok, comme c'est comme ça, je fais comme je veux. Et si ces droits ne sont pas respectés, vous croyez que si vos droits ne sont pas respectés... Vous parliez des textes. Voilà. Oui, j'ai parlé des textes, mais très rapidement, puisque nous sommes pris par le temps, il faudrait, pour éviter d'être aérien, il faut être clair. Le soubassement de la prise de conscience professionnelle revient avec la formation. Je voudrais ici faire un coup d'œil aux institutions de formation, ainsi de suite. Et d'autre chose, c'est qu'il ne faut pas éloigner la question de la conscience avec le niveau de motivation. Il faut faire très attention parce que la motivation est un élément qu'il faut contextualiser avec l'évolution de l'organisation. Parce que lorsque un cadre administratif qui est destiné à produire un service de qualité se sent démotivé, a des problèmes pour atteindre ses propres objectifs, il y a confusion entre les objectifs de l'entreprise et ses propres objectifs. Conséquence, enracinement, aléa moral, démotivation, inconscience et tous les dégâts vont se lier immédiatement à travers les faits que nous voyons partout en route, la corruption et ainsi de suite. Donc il faut revoir la base de la formation. Il le disait tout à l'heure, l'ISMP est justement le laboratoire de l'État pour l'accompagnement des institutions et la formation des cadres qui doivent gérer le portefeuille. Parce qu'une impulsion dans l'esprit de la conscience professionnelle, une impulsion est donnée en amont. Et lorsque cette impulsion n'est pas donnée, immédiatement, toute la ligne hiérarchique se sent affectée. Donc il faut que nous tendons vers un nouveau type de manager qu'on appelle le manager institutionnel. C'est devenu des entrepreneurs même institutionnels. Moi, j'aimerais revenir à l'individu, au personnel lambda. Vous parlez de formation, il a été formé à l'école. C'est vrai qu'il faut une continuité dans la formation, mais comment comprendre ce mauvais accueil qu'il sert à l'usager qui arrive en face? Madame, il faut le dire brutalement, les mauvais accueils sont parfois liés à nos attitudes, nos habitudes, parce qu'en termes de compétences, on parle de les savoir-faire, les savoir-être. Mais lorsque vous êtes dépourvu, par exemple, des savoir-être, il est fort probable qu'on ressente tout au moins... Comment corriger cela? Cette correction effectivement avec la mise en cause des compétences et un processus continuel de formation. Il faut qu'effectivement les institutions, c'est pour ça que madame, dans les institutions de l'État, toute une ligne est attribuée à la formation. Vous comprenez? Le manager a l'obligation d'accompagner son personnel à la remise en cause de ses compétences. Parce qu'il y a un moment donné que si on ne vous rappelle pas cette attitude, vous n'allez pas vous rendre compte. C'est pourquoi, donc, madame, je dirais par exemple qu'il faut des sanctions positives. Des sanctions positives. Oui, mais docteur, je suis d'accord des sanctions, mais il faut reconnaître que dans le les sanctions positives, dans le style du manager que l'ISMP voudrait fabriquer pour l'État, c'est celui-là qui se remet en cause à chaque fois que le contexte. C'est celui-là qui met sur pied les antennes qui lui permettent de lire l'environnement interne et externe de l'organisation. C'est celui-là qui remet, dont l'approche par les compétences est activée au fur et à mesure que les conditions d'existence de l'entreprise ou bien du service public sont remises en cause. Il faut faire très attention. Vous parliez des sanctions positives. Des sanctions positives, ça veut dire que lorsque vous sanctionnez un travailleur, il doit comprendre qu'on me sanctionne parce que j'ai mal fait et qu'il me faut bien faire. C'est très important. Et
il faut sanctionner, il faut donner souvent, ça éduque le travailleur, ces sanctions-là. Mais si vous amenez des sanctions négatives, parce que vous sanctionnez un travailleur sur d'autres prétextes, alors là, vous n'accompagnez pas vos collaborateurs à mieux faire. Donc, il faut toujours à la fin de la motivation, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Les gens pensent souvent que la motivation, c'est donner les avancements. Non, c'est par exemple que vous affichez à l'entrée de votre département, c'est le meilleur travailleur. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça amène les gens à avoir cette conscience professionnelle et à se mettre au travail parce que demain, lui aussi voudrait avoir sa photo à l'entrée du ministère. Donc, il faut motiver et il faut modifier. Si vous permettez en 30 secondes. Oh oui, allez-y. Oui, donc, effectivement, si les sanctions sont connues de tous et qu'elles sont appliquées de la même façon à tous, ça aide énormément. Alors, j'aimerais qu'on sorte sur cette question. 30 secondes pour chacun sur le plateau. Rappeler en quoi est-ce que la conscience professionnelle est importante dans le cadre du service public? Oui, ça participe à la productivité. Ça participe à la productivité et puis, c'est, in fine, c'est au développement du pays. Lorsque chacun se met au travail et a la conscience de faire, comme madame disait tantôt, mais c'est le pays qui gagne. C'est le pays qui gagne. C'est parce que normalement, quand on dit par exemple les indices d'évaluation, par exemple, on donne souvent dans les administrations, le Cameroun, quand on donne pour le Cameroun est mal classé. Les gens ne se posent pas la question de savoir mais pourquoi le Cameroun est mal classé. C'est tout simplement parce que lorsqu'on regarde dans le cadre, par exemple, du taux de productivité, on trouve qu'il y a quelque chose à faire. Tout simplement parce qu'il manque cette conscience professionnelle. La conscience professionnelle, en mon sens, donne un visage humain au service public. Et ce visage humain, on le verra à l'école. Ce visage humain, humaniste, l'homme au centre de l'action, on le verra à l'hôpital. On le verra un peu partout, on le verra avec les actes de naissance. Et moi, je dirais simplement, ce visage humain, il doit commencer au niveau même des couches plus inférieures de la société. À l'école, il faut mettre l'homme au centre de tout ce que nous faisons. Sachant que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de l'homme. Nous ne faisons pas la politique, nous ne faisons pas le service public pour des animaux, nous le faisons pour des êtres humains. Et il faut donc donner ce visage humain à l'action publique. Suzanne Gagné. Je pense que tout a été dit, sauf une petite chose que je voudrais rajouter. Quand on fait bien son travail, on est bien. On se sent bien soi-même. Vos enfants ont un exemple, un modèle. Vos cadets à l'école peuvent vous prendre comme rôle modèle. Et vous avez une certaine fierté personnelle. Docteur Thierry Sanjok. Très rapidement, madame, il faut le dire, c'est une revendication ancienne de l'école des relations humaines. Donc c'est un vieux débat, mais de plus en plus actuel, parce que cela prend en compte tout simplement la performance des organisations publiques, plus précisément la performance en termes de la qualité du service public rendu. Merci à tous les quatre d'être venus participer au débat de Twilight de ce 26 avril 2024. Suzanne Gagné, directeur des projets et programmes de partenariat au FECOM, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, Dr Thierry Sanjok, enseignant consultant à l'ISMP, l'Institut supérieur de management public, notamment en sciences de gestion option gouvernance financière, assorment NECDEM, journaliste, et puis vous, Isaac Bissala, président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Merci aussi notamment à notre correspondant depuis Bamenda, Laurent Chistoukbe, qui a participé à ce débat d'une manière toute particulière. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé Twilight de ce jour. Bonne suite des programmes en compagnie de CRTV News.